Blockchain Talks, mon podcast sur la révolution blockchain. Aujourd'hui, auditez la blockchain avec Muriel Fagertag, associée audit chez Mazars. Alors souvent, quand on parle de blockchain, on parle de désintermédiation et certains considèrent que c'est la fin de l'audit des états financiers. C'est pas encore le cas et loin de là. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour des raisons réglementaires, les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes. Ensuite, dans la blockchain, on ne voit pas d'état financier en tant que tel, on voit des transactions. Troisième raison, les états financiers reflètent les assertions de la direction, donc par exemple le cut-off, l'existence, la valorisation, et notamment aussi les états financiers intègrent les estimations du management, des estimations souvent complexes. Donc bon nombre de ces sujets ne peuvent pas être facilement résumés ou recalculés directement dans les chaînes de blocs. Et enfin, j'ai envie de dire que intrinsèquement à notre métier d'auditeur, on a le jugement professionnel et l'esprit critique qui sont vraiment la raison d'être de l'audit. Et c'est toujours nécessaire parce que même si une transaction est inscrite dans la chaîne de blocs, l'opération peut être non autorisée, frauduleuse, illégale. Elle peut aussi être intervenue entre des parties liées. Ça peut être aussi une transaction qui est complètement connectée à une chaîne qui n'est pas celle du client. Et donc on a encore plein de raisons d'intervenir et d'exercer notre esprit critique lorsqu'on est face à des opérations sur la blockchain. Alors quand on parle d'audit en temps réel, c'est vrai que les opportunités qui s'offrent aux auditeurs sont assez incroyables puisque les transactions sont disponibles en temps réel et donc on peut avoir accès à ces transactions-là et on va de plus en plus passer à ce qu'on appelle l'audit en continu où pendant très très longtemps on auditait les opérations lorsqu'elles survenaient dans les entités à un audit qu'on appelle Continuous Transaction Monitoring, c'est l'audit des transactions en continu. Donc, moi, je suis persuadé que effectivement, on va pouvoir de plus en plus largement interagir et avoir un audit en temps réel. Alors, les documents ne sont pas tous disponibles sur la blockchain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stockage dématérialisé des documents sous-jacents tels que des contrats, tels que des éléments de preuve de titre de propriété. Donc on a toujours besoin de coupler la blockchain avec une autre solution de stockage de ces documents ou de ces preuves finalement. Les stockages peuvent être faits sur des ERP, sur un cloud, sur un serveur physique. Mais par exemple, il faut quand même toujours faire attention. Je peux avoir sur la blockchain, et c'est ce que j'aurai, le hash, donc la signature d'une photo de l'immeuble que l'entité a acheté il y a 1 an. Très bien. Mais à un moment donné, il va falloir que je revienne à la réalité. Est-ce que l'immeuble appartient toujours à l'entité ? Est-ce qu'il est toujours en bon état ? Et donc, le stockage et la qualité des documents sous-jacents ne nécessiteront pas forcément d'être systématiquement revus. Et donc, tous ces éléments-là font qu'on a besoin de comprendre comment le document sous-jacent fonctionne, où est-ce qu'il est stocké et revenir finalement à la preuve d'audit. Alors, la fin des ITGC, c'est souvent quelque chose qui est évoqué lorsqu'on parle de blockchain. Ça dépend de quoi on parle. C'est vrai que dans un système décentralisé, la responsabilité et le contrôle sont déplacés vers les utilisateurs. Pourquoi ? Parce que la sécurité du réseau, elle est basée sur la preuve de travail et non sur le contrôle d'accès. En effet, le réseau est ouvert et donc on n'a pas cet élément-là de contrôle. Alors évidemment, il y a des solutions qui existent sur tous ces sujets-là, mais il est important de voir que la partie ITGC, elle va quand même demeurer, c'est-à-dire que on aura toujours des travaux à effectuer sur l'environnement IT, sur la gouvernance, sur le consensus, sur les membres, et on va toujours aussi devoir comprendre quelles sont les interactions et les changements qui peuvent avoir lieu sur le protocole de consensus, sur le smart contract,
sur les dApps, c'est les fameuses Decentralized Applications, ou sur tous les autres codes de la blockchain. N'oublions pas aussi que pour les smart contracts, il peut y avoir des changements dans le référencement d'un oracle. Donc l'oracle, c'est celui qui donnera l'information et qui permettra donc de déclencher l'exécution du programme. Il y a aussi des ITGC qui devront toujours être faits sur la migration des données, puisque c'est assez rare de penser que l'ensemble des transactions d'une entreprise seront de manière à 100% sur la blockchain. Il y a déjà des données qui existent sans doute dans le legacy system, et il faudra travailler sur les aspects de migration. Ensuite, la sécurité du système de stockage des nœuds, ça reste un élément aussi sur lequel il faudra être attentif, et il faudra effectivement vérifier que les clés privées, par exemple, sont conservées dans des espaces sécurisés, que tout le monde ne peut pas effectuer des transactions. Donc en fait, les principes clés des ITGC demeureront. En revanche, il y a certains sujets qu'on peut a priori mettre un peu de côté. Le sujet du backup des données, puisqu'il y a un stockage permanent des données, donc normalement, là aussi, je dis normalement parce qu'il faut toujours être prudent et tester les choses, on n'a plus besoin d'éléments particuliers. Le batch processing, comme les transactions se génèrent en temps réel ou quasi temps réel, on n'a plus de sujet. Le Disaster Recovery Plan semble moins un sujet. On a plusieurs nodes, donc plusieurs nœuds, et chacun ont une copie des données, donc on n'a plus d'inquiétude à avoir normalement aussi sur le Disaster Recovery Plan. Et enfin, la partie immutabilité ou infalsifiabilité des données, ça fait partie des caractéristiques intrinsèques de la blockchain. Donc tout ça fait que sur les ITGC, soyons prudents, ne crions pas à la fin des ITGC sur la blockchain. Il y a des éléments qui seront toujours prégnants et qui seront toujours importants de sécuriser. N'oublions pas que la blockchain, c'est de la technologie et de l'IT. Et donc comme tout sujet, il y a un problème de changement de programme, un problème d'accès, un problème de gouvernance à regarder. Alors quand on parle de blockchain, souvent on parle de cyberattaque. Et alors c'est paradoxal parce que d'un côté on nous dit que la sécurité c'est quelque chose de très important et de très structurant dans la blockchain, et en même temps on a quasiment chaque semaine, chaque mois de nombreuses attaques avec des vols de plusieurs millions de bitcoins ou de cryptoactifs. Alors attention, il faut savoir de quoi on parle exactement. Le point commun de toutes ces cyberattaques, c'est qu'elles concernent les plateformes en ligne, c'est-à-dire c'est les plateformes sur lesquelles les investisseurs stockent leurs cryptoactifs. Ces plateformes, elles fonctionnent avec des systèmes informatiques classiques, et donc si les plateformes sont relativement faibles en termes de sécurité, que tout le monde peut aller récupérer les clés privées, ça sera plus facile pour un hacker d'aller sur une plateforme, récupérer la clé privée et passer des transactions ou récupérer les cryptos de l'utilisateur, plutôt que d'aller récupérer les clés privées qui sont stockés sur un portefeuille qui est contrôlé directement par l'utilisateur. Alors, attention, puisque le logiciel, lui, en tant que tel, qui définit le protocole Bitcoin et sa blockchain, finalement, sont très solides. Il y a juste eu une attaque une fois en 2010, et donc on doit rester quand même plutôt positif sur ce sujet-là. Ensuite, sur les architectures, c'est comme pour tout, dès qu'on a une architecture en multicouche avec une couche basse qui est la blockchain, par exemple, au milieu j'ai le réseau des utilisateurs, si ce réseau-là n'est pas sécurisé, ça crée une faille, et puis les couches hautes liées aux applications, aux decentralized applications, là aussi tout ça crée des problèmes le cas échéant.
Donc, toutes les blockchains publiques, d'abord, ne se valent pas en termes d'immutabilité, donc il faut faire attention. Et puis, donc, le niveau d'une blockchain publique va dépendre de la difficulté à trouver la preuve de travail nécessaire. Donc, on a des cyberattaques, il faut faire attention à chaque fois à bien identifier la cause de ces cyberattaques, mais c'est clair que la blockchain seule est sécurisée, mais la blockchain complétée et combinée avec d'autres couches devient un peu plus fragile. Alors souvent quand on parle de blockchain, on se dit oh là là mais moi j'ai pas fait d'école d'ingénieur, j'ai pas fait, je suis pas IT, je vais pas réussir à prendre le train en marche. Ben c'est pas vrai. On a besoin de toutes les complémentarités, de toutes les expertises, et évidemment plus que jamais, on a besoin de travailler ensemble. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de data scientists, on a besoin d'auditeurs IT, mais on a besoin de tous les autres profils et le point principal, c'est toujours le même, c'est la curiosité, la rigueur, l'envie de découvrir aussi des choses nouvelles. Donc tout le monde peut continuer à faire de l'audit. Simplement, il faut prendre le train en marche et le train et le prendre vite. Alors la blockchain, elle a aussi des impacts sur les organisations. Parce que aujourd'hui, aucun cabinet d'audit, de consulting ne peut passer à côté du phénomène blockchain. C'est d'abord un phénomène qui existe depuis longtemps. On parle beaucoup de la blockchain parce que c'est la combinaison quasi parfaite de technologies qui sont éprouvées depuis très très longtemps. La cryptographie, c'est quelque chose de très ancien, par exemple. Donc, il faut toujours être en veille. Ça, c'est la principale conséquence. 2, on doit adapter notre organisation à la fois sur les investissements techniques, les investissements humains, ça c'est certain. Et puis, il faut aussi pouvoir accompagner nos collaborateurs et nos clients sur les premières expériences et accepter aussi que à un moment donné, tout ça permette d'avoir de la qualité. Pas forcément tout de suite des éléments de retour sur investissement, mais il faut d'abord bien travailler sur la qualité et adapter notre organisation sur le sujet. Donc c'est un sujet transversal, c'est un projet d'entreprise, c'est motivant pour tout le monde et pour toutes les compétences au sein du cabinet. C'est particulièrement motivant de se dire que l'audit va changer, l'audit a déjà changé d'ailleurs depuis des années, que ce soit sur le RPA, le Robotic Process Automation dont on parle aussi, sur la partie Data Analytics avec le KYD, Know Your Data, c'est quelque chose d'important, mais il y a des fondamentaux qui restent, il y a toujours un input à la data, une moulinette qui peut être plus ou moins sophistiqué, voilà, et un output. Donc nos organisations, elles doivent être agiles, elles doivent être adaptées, elles doivent être curieuses, elles doivent aussi pouvoir motiver de nouveaux talents qui peut-être ne pensent pas à rejoindre les cabinets pour de nouvelles aventures, pour le bénéfice de la communauté. N'oublions jamais que nous travaillons dans l'intérêt public, que ce qu'on fait c'est pour des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs des états financiers, que ce soit pour d'autres aspects, on fait les choses pour que ça puisse servir à la sécurité de l'information financière, à la sécurité de la communauté et de ceux qui prennent des décisions tous les jours au niveau business. Donc on est là pour les aider et travailler sur la blockchain, ça fait partie des sujets évidemment importants. Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain.